Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette matinale du 9 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai appelée Pump de 30% sur BTC, est-ce que c'est possible? On va aller voir ça tout de suite, il y a plein de news assez intéressantes, j'ai pas mal de pages à vous montrer. On commence comme d'habitude avec la map thermique, on voit qu'aujourd'hui tout le monde s'est bien réveillé, c'est une belle journée dans le vert, on a connu hier et avant-hier qui étaient bien rouges, c'était le moment de racheter, j'en parlais dans mes quotidiennes. Comme d'habitude, je pense que juste avant les ETF, les cadeaux qu'on a actuellement sur les altcoins, qu'on avait eu hier, avant-hier, c'est clairement des opportunités à ne pas rater, spécialement sur Tao, où j'ai fait une vidéo spéciale hier, justement sur Tao, et je comptais en racheter. Malheureusement, je vais vous montrer sur le graphique, je me suis laissé un petit peu, on va dire, traîner par les influenceurs qui étaient des Tao à 180, 170, etc. Moi, franchement, j'ai un biais bullish, je le sais, mais c'est une bonne chose, j'ai envie de le garder, parce que tout simplement un Tao qui était en dessous des 200, c'était déjà une aubaine, même à 220, 210. Pourquoi vouloir absolument attendre un 180 qui est incertain, alors qu'on a déjà un Tao par exemple à 210? Enfin, tant pis quoi. Faut toujours garder une cartouche au cas où ça descend toujours plus bas, mais franchement, ce qui fait n'est plus à faire, et autant directement commencer à acheter. Mais on pourra aller regarder le graphique, c'est très intéressant. Bref, c'est pour dire que j'ai malheureusement pas eu la chance de continuer à recharger hier sur Tao. Mais c'est pas grave, j'ai fait mes emplettes sur beaucoup d'autres cryptos. Donc bref, on voit que franchement les altcoins se portent bien, même si la Bitcoin dominance continue à monter. On ira voir le graphique, je l'ai prévu. On va commencer tout simplement avec les news. On a The Block qui nous dit que une très grosse banque, Standard Chartered Bank, estime un influx de liquidités entre 50 et 100 milliards juste en 2024. Donc c'est même pas en 2025, sachant que moi, et on va dire tout le monde, estime que le top du bull run, tout le gros du bull run se fera en 2025, hein, parce que généralement le début du bull run se fait 6 mois après le halving. Après la question c'est est-ce que l'ETF a accéléré cette dynamique? Franchement possible. Donc on va voir comment 2024 va se dérouler. Mais par contre tout ça que c'est une prédiction qui est assez intéressante je pense, et je pense qu'elle n'est pas farfelue, elle n'est pas tirée par les cheveux, mais qui prédit voilà, entre 50 et 100 milliards de dollars d'inflow en 2024 sur le Bitcoin. Donc absolument énorme. Autre chose qui est liée, j'ai vu passer ça sur Twitter il y a quelques jours, mais le Bitcoin avec la récente hausse qui est dans les top 10 des actifs les plus capitalisés au monde, c'est énormissime. Et je pensais tout simplement à mes parents ou voilà, des gens, mais il y a de l'ancienne génération qui n'y croient absolument pas. Et je pense que ça, c'est un argument très fort par rapport à ces gens-là, on va dire même dans la finance traditionnelle. J'imagine, par exemple, Warren Buffett qui n'y croit absolument pas. Bah là, il doit le sentir, par exemple, que Bitcoin passe au-dessus de la market cap de sa société. C'est carrément un argument qui est irréfutable. Comment tu peux dire que le 10e actif le plus capitalisé au monde est une arnaque et ne sert à rien? C'est clairement impossible. C'est comme si je disais bah, voilà, que Tesla c'était une arnaque ou que Meta c'était une arnaque. Euh, voilà, donc clairement aucun sens. Et je pense que ça va clairement monter. Là, on a un Bitcoin, on a combien? On a 45. Disons, on peut espérer un x3 au top de bull run. Vous imaginez x3 ce qu'on sera? On sera au-dessus d'Apple. Enfin, ça peut vraiment être fou. C'est possible qu'en top de bull run, j'avais pas fait la prédiction, hein, mais clairement, on soit juste derrière l'or, quoi. Et là, clairement, il y aura beaucoup de spotlight sur le Bitcoin. Les retails vont malheureusement venir et ils vont être notre exit liquidity. Et ce serait génial qu'on ait encore un deuxième bull run après ce cycle-là. Moi, c'est clairement tout ce que je demande. C'est encore 2 cycles. En 2 cycles, en travaillant et en prenant les bonnes décisions, on a clairement l'opportunité, peu importe son capital de départ, de clairement changer son avenir financier, quoi. Donc bref, en parallèle avec cette news-là, je voulais réfléchir, raisonner un peu sur la market cap. Donc là, le Bitcoin, on va arriver autour des 1000 milliards de market cap. La prédiction, imaginons qu'elle soit vraie, hein, on se dit pourquoi pas en vrai, de entre 50 et 100 milliards d'inflow dans le Bitcoin. Je voudrais juste préciser que ça ne veut pas dire, imaginons qu'il y ait 100 milliards d'inflow dans le Bitcoin. Et qu'actuellement on soit à 900 milliards de market cap. Ça ne veut pas dire que avec 100 milliards d'inflow, on va être à 1000 milliards de market cap. L'impact va être bien plus que ça. Parce que si vous êtes nouveau, vous vous dites, ah, ok, on passe de 900 à 1000 milliards de market cap, c'est pas mal, mais c'est pas énorme. Non, non, rien à voir. C'est beaucoup plus puissant que ça. Parce que la market cap, c'est l'erreur que je faisais au début, et je pense que tout le monde l'a fait en fait. Et c'est une grosse erreur. La market cap, par exemple, ça vaut 900 milliards de dollars. Ça veut pas dire qu'il y a 900 milliards de dollars bloqués dans le Bitcoin. Si tout le monde vendait du Bitcoin, on n'en tirerait pas 900 milliards. Les premiers qui vont vendre du Bitcoin vont le vendre à cette market cap là, mais au bout de X vendeurs,
le prix du Bitcoin va chuter énormément. La market cap, c'est pas la somme. La market cap, ce n'est pas l'argent qui est bloqué dans un actif, c'est simplement le nombre d'unités de cet actif-là fois le dernier prix négocié. Et ça, c'est super important, c'est une variable en fait, la variable qui est le dernier prix négocié. Parce que le premier facteur, on peut dire que c'est stable, le nombre de tokens en circulation, mais le dernier prix négocié, lui, n'est absolument pas stable. Donc par exemple là, si on a 100 milliards d'inflow en 2024, ça va pas nous amener à 1000 milliards de market cap, et ça va probablement nous amener rien que ça à... C'est dur à dire, mais 1400, 1500 milliards, vous voyez, parce que 100 milliards d'inflow, en fait, ça va faire pousser le dernier prix négocié vers à la hausse. Donc voilà, important. Market capitalisation, moi avant je le considérais trop dans les investissements. Lorsque je voyais par exemple un asset, par exemple Ripple, j'aime toujours pas Ripple, hein, mais XRP qui avait une market cap énormissime, je le voyais, je me disais jamais ça peut faire x10, jamais ça peut faire x20, etc., parce que je raisonnais comme market cap. Je me disais, faut que ça atteigne le market cap énormissime. Et en fait, pas tant que ça, c'est important, mais pas autant que ça, parce que c'est par rapport au dernier prix négocié. Et on peut voir hein, le contre-exemple à la théorie que j'avais par exemple au tout début, c'est simplement Solana. Solana, si on regarde, hop là, c'est passé de 10 milliards de market cap à 50 en un claquement de doigts, quoi. Ça veut pas dire qu'il y a eu 40 milliards d'inflow dans Solana, parce que vous imaginez, on prédit de manière optimiste qu'il va y avoir entre 50 et 100 milliards dans Bitcoin, vous doutez bien qu'en fin de bear market, il n'y a pas eu 40 milliards d'inflow dans Solana, quoi. Mais pourtant, sa market cap a pris plus 40 milliards. Donc voilà, juste une petite précision, je pense que c'est important à comprendre. Si j'ai pas été clair ou si vous n'avez pas encore compris, renseignez-vous là-dessus, je pense que c'est très important et ça va clairement avoir un impact sur vos décisions dans vos investissements. Ensuite, dernière news, deuxième et dernière news, c'était Gary Gensler, je sais plus si je l'ai passé dans ma quotidienne récemment, je sais plus malheureusement, mais voilà, je vous le repasse. Gary Gensler qui avait tweeté, est-ce qu'il nous a mis la photo? Voilà, qui avait fait un thread sur le FOMO, en fait, qui disait les gars, attention, surtout si vous voulez investir en crypto, ne le faites pas, ne vous laissez pas prendre par le FOMO, donc FOMO, Fear or Missing Out, c'est un sentiment qui est vraiment, encore une fois, si vous avez jamais entendu parler de ça, je pense que si vous êtes là, vous connaissez, mais quand même vraiment, peu importe comment on est expérimenté, en vrai, on ressent toujours ce FOMO-là. Le plus important pour moi, c'est juste, lorsqu'on le ressent, savoir qu'on le ressent. Est-ce qu'on va acheter un NFT qui a IP, une crypto qui a IP, machin, juste, dites-vous, ok, là, je sais que je FOMO, prenez votre décision, et ensuite, 1 ou 2 mois plus tard, vous dites, vous verrez si ça a été une bonne décision ou pas. Si ça a été une mauvaise décision, et ben vous dites maintenant, à chaque fois que je me rends compte que je FOMO, je ne prends pas de décision et j'attends 2-3 jours. Et franchement, c'est une bonne strat. Vous perdrez pas d'argent en faisant ça, quoi. Bref, qui fait un trade en disant attention aux crypto-monnaies. Là, c'est clairement un aveu de faiblesse. Il est clairement dos au mur, quoi. Il peut plus rien faire. Trop de pression politique, je pense. Et c'est clairement un aveu de faiblesse. Voilà. Donc, voilà pour les news. Maintenant, on passe à Twitter. On a clairement la guerre des fonds d'investissement, des gestionnaires d'actifs. On a eu BlackRock, vous vous souvenez, ça je suis sûr de l'avoir passé, qui n'avaient toujours pas communiqué les frais qu'ils allaient prendre sur leur ETF. Et donc là, ils annoncent une diminution des frais de son ETF Bitcoin Spot de 0,3 à 0,2 pendant un an. C'est excessivement peu. C'est vraiment peu. Le premier à avoir, on va dire, à avoir dit son premier prix, je ne sais plus, est-ce que c'était Ark Invest? Je ne sais plus malheureusement, peut-être Grayscale. Ah, non, Grayscale ils sont hauts, il me semble que c'était Ark Invest qui a mis des frais extrêmement bas, et depuis, tout simplement, tous les fonds se sont alignés, et en fait, c'est tout simplement l'offre, la loi de l'offre et la demande, hein. Il y a énormément d'offres, parce que là, il va y avoir 10 ETF qui vont être acceptés, 10 en gros, 7 ou 10 quoi. Donc il y a beaucoup d'offres, c'est beaucoup, et du coup, ils font la guerre entre ces 7 et 10 gestionnaires de fonds-là, pour être le plus bas possible, pour récupérer le plus de fonds. Donc là, BlackRock se prête au jeu, c'est très intéressant. On pouvait penser que BlackRock, parce qu'ils sont supérieurs à tout le monde, ils allaient dire non, nous on vous emmerde, on va rester à 4% et vous continuez avec vos miettes, mais vraiment pas tellement, ils ont aussi faim, ils ont envie de récupérer ces liquidités, et ils font la guerre comme tout le monde en fait. Bah pareil, 21 Shares et Ark Invest proposent 0% de frais sur leur ETF Bitcoin Spot pendant 6 mois, et ensuite 0,25. On dirait des offres, je sais pas, des offres mobiles, Free Mobile, Orange et tout. C'est alors que là, on parle des plus gros fonds d'investissement au monde, des mecs qui gèrent des milliers de milliards de dollars, qui se battent comme voilà, des vulgaires opérateurs, on va dire. C'est absolument lunaire, je trouve. Donc très bon signe, tout ça pour dire que c'est très bon signe pour nous. Il y a clairement de l'intérêt à récupérer les liquidités,
Et s'ils se battent comme ça veut dire qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui veulent mettre beaucoup d'argent, les gars. C'est sûr. Maintenant, on tourne la page et on passe sur l'autre chapitre intéressant d'aujourd'hui, je pense, c'est Tao Bitensor. On a eu un tweet de Bybit hier. Est-ce que je les retweet? Peut-être que je les retweet. Voilà, qui avait fait un article sur Tao. Donc très intéressant. Qu'il avait reposté sur leur compte Twitter, etc. etc. Très intéressant, ok. Et ce matin, le compte officiel cette fois-ci de Bybit, et c'est pas seulement le compte, on va dire, des articles de Bybit, qui dit est-ce qu'on devrait lister Tao? Point d'interrogation avec des yeux. Donc ça veut clairement dire qu'ils ont fini d'accumuler et qu'ils vont lister Tao évidemment. Parce que quand t'as un exchange, tu joues pas comme ça. Hein. Tu teases et tout, mais ça n'arrive jamais que tu teases comme ça un listing et que tu ne le fasses pas. S'ils annoncent ça, je vous le dis, ils ont fini d'accumuler. Parce qu'encore une fois, un rappel, pour lister. Déjà un rappel, on va dire, on prend de la hauteur. Quel est l'intérêt quel est l'impératif, j'allais dire, mais quel est l'intérêt pour un exchange de lister Tao? Donc Tao, c'est entre, on va dire, top 50. Top 50, et c'était aux portes du top 30. C'est inimaginable pour un gros exchange type Bybit, Kraken, Binance, etc. de ne pas avoir, imaginez que ça augmente encore, de ne pas avoir une crypto dans le top 30 et de ne pas l'avoir listée. Simplement de 1. De 2, si Tao est une crypto qui va connaître, qui va être très populaire pendant ce bull run là, il va y avoir énormément d'échanges sur Tao. Et c'est là où les exchanges gagnent leur argent, c'est sur les frais d'échange. Donc eux, s'ils listent le Tao, ils vont gagner de l'argent sur comment je vais échanger du Tao, etc. Ils vont gagner des frais d'échange. Donc voilà l'intérêt de prendre un exchange de lister du Tao. Troisièmement, la différence, c'est que pour lister du Tao, il faut l'acheter au marché. Alors que pour lister 99% des autres projets qui sont centralisés, des projets de merde, on va dire, mais en gros, c'est la fondation ou c'est l'entreprise derrière qui, avec des tokenomics dégueulasses, qui vont payer vraiment le listing sur Binance, coûte, je vous le dis, aux alentours des 1 million de dollars. Donc c'est énormissime. Donc déjà, il faut payer 1 million de dollars à Binance juste pour se faire lister, plus il faut fournir la liquidité. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des tokens que tu as gardés je ne sais où, il faut les donner à Binance pour, voilà, tiens, le spot, la liquidité, etc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, généralement, on a un énorme pump and dump sur tous les listings des exchanges. Sauf sur Tao, parce que sur Tao, il n'y a personne derrière, comme le Bitcoin. Tu vas lister du Tao, tu dois les acheter au marché. Donc là, je vous le dis que si Bybit annonce ça, ils ont fini d'accumuler du Tao. Donc bref, ça doit venir, je pense, je dirais, sous un mois et demi. Bybit va lister du Tao, très bonne nouvelle. Bybit, c'est vraiment tier 1, c'est un gros exchange. Malheureusement, il y a 2 jours, j'avais tweeté en disant que c'était mes préférés, que je les aimais plus. Bon, il remonte un peu dans il remonte un peu dans ma liste, on va dire. Mais avant, c'était mes préférés, et depuis, plus tant que ça. Donc c'est intéressant. Voilà, je vais pas passer une demi-heure dessus non plus, mais très intéressant. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est Who Likes Bitensor, Does Tao Have Fans? Un gros compte US, je pense que vous connaissez, ou si vous n'avez pas de Twitter, 1,4 million, c'est vraiment gros les gars, 1,4 million. Il y a très peu de comptes qui ont plus d'1 million, on va dire. C'est des gros comptes. Et un gros compte qui tweet comme ça d'une crypto-monnaie, c'est assez huge, hein, c'est gros. Surtout qui met le ticker de Tao, mais c'est tout en fait. Il n'y a qu'une seule crypto. Vraiment, les comptes là, les gros comptes, pour farmer l'engagement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, ok, qui a la plus grosse communauté, et ils vont lister 15 altcoins. Et toutes les communautés vont venir, voilà, machin, machin. Mais là, mettre le spotlight que sur une seule crypto-monnaie, c'est assez huge. Bref, on va dire petit détail, mais quand même très intéressant. Tao est de plus en plus vu aux yeux de tout le monde. Et clairement, c'est clairement sur les radars, Tao. Hein. Rendons-nous compte. Ensuite, c'était pas ça que je voulais passer, si c'était ça. Ouais, c'est ça. Donc clairement, huge amount of Tao. Donc tous les exchanges sont en train de se faire assécher de Tao. Ça, je vous ai pas sorti le tweet, ça aurait pu être intéressant. Mais ce matin, pareil, j'ai vu un tweet d'un gars qui a sorti 1,5 million de Tao de Gate.io, il me semble. Donc les gars à Gate.io, ils se sont fait retirer 5000 Tao. Je vous dis qu'ils le sentent. Hein. Gate.io, c'est pas ceux qui ont le plus de liquidité en Tao, c'est mixé. Ils doivent avoir peut-être entre 10 et 20 000 Tao, quoi. Et là, t'as un gars tout seul qui vient de retirer 5000 Tao. Et les exchanges sont en train d'être asséchés en liquidité. Et on revient avec ce qu'on disait au tout début. Ça revient à notre histoire de market cap. Si les exchanges sont asséchés, ça veut dire qu'ils ont... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un supply shock. En fait, putain, c'est des concepts un peu poussés. Mais en gros, ça s'apparente un peu à l'inflation, mais c'est supply shock. Donc il y a un choc de l'offre. Il n'y a plus d'offres parce que les exchanges sont asséchés. Et même à demande constante, si l'offre diminue énormément, le prix et la market cap va exploser. Vous voyez? Bah voilà, je pense que c'était assez clair pour que vous l'ayez compris. Bref. Et donc ce mec-là,
on dit quelque chose qui est complètement vrai, donc encore une fois, il n'y aura que 21 millions de Tao, machin, machin, ok, ok. Mais vous vous souvenez, durant les 2-3 derniers jours, moi quand je faisais des vidéos, je parlais de Tao, et je pense que je disais à chaque vidéo, et j'étais pas le seul, hein, mais ok, mais on était peu, et je disais, plus personne parle de Tao. Et c'est fou, c'était vrai, c'était vraiment choquant, mais quand Tao a fait un run de x6, x7, sur les réseaux, je ne voyais que ça. Après, parce que moi, mon algorithme, il est sur Tao, mais je ne voyais que ça. Et ensuite, quand Tao, il s'est mangé moins 50%, je vous le dis, mais plus personne ne parlait de Tao. Plus aucun influenceur parlait de Tao. Donc là, il va se reprendre, on ira voir la bougie, mais il vient de se reprendre à plus 30%, et t'as des gros influenceurs comme lui qui parlent pour la première fois de Tao. Là, c'est clairement ce qu'il dit. Ton influenceur ne l'a pas mis dans sa liste, dans ses tweets, ne l'a pas shield euh, pour que tu évites d'acheter le dip, pendant que lui-même, même s'il ne le shillait pas, est en train d'accumuler. Et c'est tellement vrai, les gars, parce que les influenceurs, tous les mecs, tous les gros comptes, ils sont tous blindés, ils ont tous beaucoup d'argent, et c'est pas des mecs cons. Si les mecs, ils ont réussi à avoir autant d'influenceurs, autant d'abonnés, etc., ils ont quelque chose derrière la tête, ils ont des connaissances, etc. Ils ont généralement surtout aussi de l'expérience, donc ils savent quel token va bien performer, etc. Et Tao en fait partie. Et c'est sûr qu'un retracement de 50% sur Tao, il y a des mecs très intelligents qui vont accumuler, et qui maintenant vont chier le Tao comme des dingues quand ça va pousser, pousser, pousser. Et en fait, ça revient à la même règle, mais c'est toujours la même. Il faut acheter quand personne n'en parle, il faut acheter quand tout est rouge. Et clairement, si vous êtes nouveau sur le marché, il faut pas acheter. Enfin, ouais, ça reste des bons prix d'achat aussi aujourd'hui, mais vraiment acheter quand plus personne n'en parle, quand tout est rouge, et franchement, vous allez avoir des opportunités de dingue, j'en suis convaincu. Voilà. Cette vidéo va être longue, mais bon, je pense que c'est intéressant tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui quand même. Mais je vais accélérer. Enfin, quoique, au pire, ça fera 20-25 minutes, tant pis. Ensuite, on a Jim Cramer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le personnage. Je pense qu'il n'y a que ceux sur Twitter qui connaissent les personnages. Si vous ne le connaissez pas, c'est, on va dire, pas un humoriste, mais c'est un économiste, un financier américain qui passe voilà, souvent sur des plateaux de télé, etc., de finance. Et il est connu pour, mais vraiment, c'est fou, toujours avoir tort. Il a tout le temps tort. Vous pouvez mettre toutes ces annonces sur un graph training view et vous allez voir que c'est, franchement, j'abuse pas sur le pourcentage, 9 fois sur 10, l'inverse qui se passe. Et c'est fou. Et depuis 2 ans, ça a toujours été l'inverse. Donc évidemment, pendant le bear market, à chaque fois qu'il disait que le Bitcoin était mort, on avait un pump qui suivait de 20%, etc. etc. Au bottom près, il disait que le Bitcoin était clairement mort, et bah, c'était le bottom pile, vraiment. Bref. Et là, il annonce que le Bitcoin a trouvé son top, alors qu'il y a 3 jours, il était, ou il y a 2 semaines, il était bullish sur Tao. Donc clairement, c'est une girouette, et c'est très bon signe, parce que là, il annonce qu'il a trouvé son top. Donc selon l'indicateur de Jim Cramer, le Bitcoin devrait monter. En vrai, c'est son tout con, c'est un indicateur évidemment qui est absolument faux, mais statistiquement parlant, ça a été plutôt précis. Donc c'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, passons sur les graphiques. Il est temps, au bout de 18 minutes. Très intéressant. Très très intéressant aussi, je trouve. Je vous ai mis les. Donc, c'est 4 fois Bitcoin. C'est 4 cartes de Bitcoin. Juste 4 time frames différents. On a 3 mois ici, 6 mois ici, 9 mois et 1 an. Donc, 3 mois, donc c'est pour chaque bougie. Hein. Donc, ici, chaque bougie, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. On va dire c'est les très hautes time frames. Qu'est-ce qu'on voit On voit qu'il y a très peu de résistance. Lorsqu'on est en daily, surtout en 4 heures, mais en daily, ou même pas en weekly, surtout en daily. En daily, on voit qu'il y a un peu de résistance, etc. etc. Mais dézoomons, on n'est plus à 3 mois près, 6 mois près, franchement. Moi, ça fait 2 ans qu'on a tous encaissé le bear market. Est-ce qu'on est à 6 mois près? Franchement, je m'en fous, non. Lorsqu'on dézoome, vous voyez à quel point il n'y a plus de résistance. Les résistances, c'est les corps des bougies, hein. C'est pas les mèches comme ça. Donc, mis à part les mèches, il n'y a plus rien. Regardez, en 9 mois, là, on est sur les derniers corps. Et ensuite, il n'y a plus de résistance. En 1 an, pareil, on a la TH, mis à part ça. Là, il nous manque peut-être un petit 5%. Et on est au-dessus de ça, on n'a plus de résistance. Ici, tout est vide. Toujours pareil, en fait. Hein. 6 mois, tout est vide au-dessus. Regardez, là, on est déjà au-dessus. Et si juste une mèche en haut time frame, ce n'est pas une résistance. La résistance, ce sera le TH. Bon, bref, mais de jusqu'à là, ça fait beaucoup. Hein. Il n'y a absolument rien au time frame. Ici, on a 3 mois, donc forcément légèrement plus, mais clairement pas grand-chose. Et chose que je trouve intéressante aussi, c'est que si on regarde par rapport aux clôtures de ces deux bougies-là, on est à 25%. De mon titre, je regardais le plus 30% par exemple. Ben, j'ai simplement essayé de comparer avec la sortie du dernier bear market. C'est à moi ça, c'est dégueulasse, ça va. La sortie du dernier bear market, on était là, donc ici, bear market, on fait une belle bougie verte pour remonter. On franchit, voilà, là c'est zone d'accumulation, etc. On remonte, on revient des enfers, on va dire. Donc ici, c'était ça qui voit celle-là, on remonte des enfers. Ensuite, la deuxième, on a une légère, mais on revient au top, aux clôtures qui sont ici.
Là, on est là, on va faire une petite bougie autour des 3 mois, et ensuite ça va partir comme ça là. Et là, on va tout péter les ATH, etc., etc. Donc je pense clairement que lorsqu'on dézoome, et c'est toujours très important de dézoomer, même quand on regarde le RSI en weekly, etc., etc., pour en fait voir son biais. Donc si vous savez pas par biais, j'ai fait un commentaire d'un gars, je pense qu'il n'est pas familier avec l'écosystème des cryptos, il dit putain, ça pète en ce moment, surtout avant demain, après-demain, avant l'annonce des ETF, est-ce qu'il faut mettre une bille ou pas? Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas assez renseigné, mais s'il a quelques compétences d'analyse technique, comment il devrait faire? Il dézoome, il prend ces 4 time frames là, il regarde ce qu'il en est, on est clairement sur des tendances haussières de partout, on arrive sur... Ah, c'est dur parce qu'on arrive aussi sur des résistances, mais on est en tendance haussière. On arrive sur des résistances, mais si on les pète, il n'y a plus de résistance. Et ensuite, tu vas en weekly, tu regardes le reste en weekly, ensuite tu regardes en daily pour vraiment regarder tes zones d'entrée optimales. Donc bref, tout ça pour dire que les gars, franchement, il y a un monde où dans 3 mois, on est déjà, enfin, on va dire, je vais prendre un plus d'aise, il y a un monde où dans 6 mois, on est à la TH, c'est ici, voilà. Il y a un monde où dans 6 mois, on est clairement à la TH, et qu'on se fasse rejeter à la TH, moi, on va dire, c'est mon bet. Après les ETF, etc. Mon bet. Donc, autre graphique qui est forcément pertinent, c'était celui du Tao. On a retracé 50% pile sur les 50,05 de Fibonacci. C'est une zone de rechargement, de retracement qui est classique et clairement qui n'est pas si puissante que ça. 50%, oui, c'est beaucoup, mais après avoir fait x7, ce n'est pas si énorme que ça. Et il me semble que j'avais vu ça sur Caspa, où ça avait pas mal pété à l'époque et ça avait retracé de 70%. Voilà, ici. Vous voyez, on était parti de... Prenons d'ici. Ça a fait comme Tao, voilà, on va dire, Tao c'est un peu plus, 700%. Voilà, ça a fait comme Tao, le même potentiel que Tao, le même explosion que Tao, mais ensuite par la suite, ça a fait un retracement de 70%, alors que Tao on fait 50%. Pour l'instant, ça se trouve, personne ne dit pas qu'on va aller ici, hein, mais pour l'instant c'est que 50%, il n'y a rien, absolument rien d'alarmant, et je pense vraiment que tout le monde a vendu pour rien et a pas d'Excel pour rien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, l'analyse du RSI, je vous l'ai faite hier sur ma quotidienne, donc ça sert à rien de la refaire. Encore une fois, ça t'a pas trompé. Je vous l'ai dit, un RSI à 30 sur Tao, ça n'arrive jamais. Enfin, c'est très rare, c'était ici ou ici. C'est un... Et donc hier, vous voyez le RSI qui s'approchait des 30, enfin, on était ici quoi. Après, encore une fois, ça veut pas dire que là, on fait pas un pullback pour aller ici, hein. C'est possible, mais franchement, je suis content d'acheter ici, je suis content d'acheter ici, je suis content d'acheter ici. Après une fois, dézoomons. Et sur Tao, moi, comment je le vois, les gars, c'est comme Bitcoin, il n'y en aura que 21 millions, et sa place est dans le top 5. Moi, je vous le dis, ce qu'on sait aujourd'hui, les coins qui sont dans le top 5, sa place est dans le top 5. Qu'est-ce qu'il y a dans le top 5 déjà? Pour moi, sa place est dans le top 2, ok. Donc BNB, Solana avec XRP. Sa place est dans le top 5, et et je prends pas énormément de risques en disant ça. Voilà. Et ensuite, dernier graphe qui est intéressant, c'était la Bitcoin dominance. Je vous la passe, comme ça on finit à 25 minutes, c'est parfait. La Bitcoin dominance, je vais vous la mettre en daily. Donc voilà, je vais la mettre en daily. Donc la Bitcoin dominance, c'est quoi? Je pense que vous savez, mais en gros, voilà. Donc 54%, ça veut dire que 54% du market cap total des crypto-monnaies est occupé par Bitcoin. En gros, ça monte Bitcoin season, ça descend Altcoin season. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut revenir ici. Parce que, en tout cas moi, je suis positionné en full altcoin, comme beaucoup de monde, parce que les altcoins c'est là où il y a plus de gains, et un début de bull run, je serai en altcoin. Lorsqu'on va faire comme ça, alors attention, si on casse cette zone là, attention, parce que les altcoins vont pumper de fou. Mais en tout cas, juste, vous prenez une branche comme ça, un mouvement comme ça, et clairement sur vos altcoins, si vous les avez bien choisi, pardon, vous comptez 1 x 3 x 4. Hein. Donc, tout ça là, lorsqu'on était ici, vous voyez ces mouvements là, c'était le dernier bull run, c'était l'énorme saison du dernier bull run, et tous les gains sont faits ici. Et c'est clairement ce qu'on attend pour faire le maximum de gains simplement. Et donc là, plus on monte, ça ne me dérange pas, parce que on monte, la Bitcoin dominance monte, mais les altcoins aussi. Alors pourquoi c'est contradictoire, etc. Non, ça veut juste dire que le Bitcoin monte plus que les altcoins en termes de market cap. C'est tout. Donc ça me va très bien. Parce que ça veut dire que le moment où on va se retourner, notre portefeuille va être dans le vert de manière dingue. Donc bref. Donc en daily, voilà, c'est absolument aberrant. Comme dirait GMK, aberrant, je vous l'ai montré aussi hier, mais la dernière fois qu'on a eu 2 semaines sans une seule bougie rouge, bah c'était, je sais pas, ici, et ensuite on a eu un joli retracement quoi. C'était encore ça? Ah, cet été. Ok. Maintenant en weekly, on va dire, analysons un peu plus scientifiquement ce qui se passe. Encore une fois, le RSI c'est plus en weekly qui se regarde, et là ce qu'on voit,
Donc là, on a un joli support. Ça peut être compliqué à casser, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit en weekly? On voit une divergence baissière. Donc c'est lorsque le cours monte. Donc, comment on voit un cours qui monte ou un cours qui descend? Ça s'appelle la théorie de dos. C'est juste, pour une tendance haussière, il faut que le cours fasse des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, ce qui est le cas ici. On verra la clôture weekly, mais c'est ce qui s'annonce, surtout avec le l'ETF, etc. On se clôturera au-dessus de ce haut-là. Donc on va être vers ici. Donc on est en tendance haussière, vous voyez, on monte. Mais pourtant, le RSI fait un haut, il va faire un haut plus bas que le précédent. Et lorsque le cours monte et que le RSI, comme ça, chute, ça annonce une divergence baissière avec une grosse chute comme ça. Est-ce que je peux vous en trouver une en weekly? Je peux en trouver une. Je vais essayer très vite fait. Non, ça montait. Pour vous voyez en fait, parce à quel point en weekly c'est puissant. C'est vraiment puissant, hein. Je vous en trouve pas, malheureusement. J'ai pas envie de prendre trop de temps pour tapis. Mais bref, c'est bon signe et ça annonce simplement. Et vu que c'est un time frame weekly, on peut se dire que cette divergence-là, elle va se jouer dans peut-être 2, 3, 4 mois, quoi. Donc 2, 3, 4 mois, on va monter, stabiliser, peut-être comme ça, et ensuite rechuter. Et c'est ici où on sera beaucoup d'argent. Moi, on va dire ma prédiction, c'est qu'on revienne dans ce range-là 2024. Et ce qui serait vraiment parfait, ce serait qu'on casse ce support-là. Fin 2024, début 2025, pullback, et ensuite vraiment qu'on aille aux enfers sur la Bitcoin dominance. Et là, on se fait le maximum de gains. Et vous pouvez être sûr que si on arrive à cet endroit-là, bah, à chaque 5%, moi je vends 15% de mon bag. Parce que et là tu vends, tu vends, tu vends. Et si tu arrives à vendre à ce moment-là, tu seras parfaitement bien et tu auras réussi ta vie. Du coup, voilà, écoutez, je vais nettoyer ça plus tard. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vidéo longue, putain. Quotidienne de 30 minutes. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. En vrai, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, ça vous prend 30 secondes. Comme ça, je saurai s'il y a encore des gens à la fin de mes vidéos. Et sinon, je ferai des vidéos de 15 minutes parce que sinon, c'est chiant. Mais du coup, là, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Je vous dis à tout à l'heure pour une vidéo de dossier ou à demain pour une prochaine quotidienne. Ciao.